N'oubliez pas qu'il faut dresser le vieil homme noir contre le jeune mâle et le jeune mâle contre le vieil homme. Vous devez employer les esclaves au teint foncé contre les esclaves au teint plus pâle et les esclaves au teint plus pâle contre les esclaves au teint foncé. Vous devez dresser la femelle contre le mâle et le mâle contre la femelle. Vous devez également vous assurer que vos domestiques et vos serviteurs restent méfiants de tous les nègres. Par contre, il est nécessaire que vos esclaves ne fassent confiance qu'à vous et qu'ils ne dépendent que de vous. Ils doivent vous aimer, vous respecter et ne faire confiance qu'à vous. Messieurs, ces méthodes sont vos clés du pouvoir. Employez-les, enseignez-les à vos épouses et à vos enfants. Ne manquez jamais une occasion. Mon plan garantira votre réussite, d'autant plus que si vous l'utilisez intensivement pendant une année complète, vos esclaves deviendront perpétuellement méfiants les uns des autres. Lettre de Willie Lynch, 1712. Mise en onde de Junie Limage, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? Content de vous retrouver à cette antenne aujourd'hui encore pour qu'on regarde, n'est-ce pas, entre nous, ce qui ne marche pas parmi nous et surtout réfléchir aux solutions qui pourraient nous faire avancer. À force de réfléchir sur nos problématiques, à force de lire sur nos problèmes en tant que peuple noir, j'ai fini par camper un canevas en 5 points de nos problématiques. Nous allons en parler ce matin. Souvent, nos leaders sont pris dans une espèce de souricière où ils doivent choisir entre servir leur population ou servir les intérêts de leurs maîtres, c'est-à-dire les pays colonisateurs. Et à force de réfléchir à ce paradigme-là, à ce comportement-là, on en finit par en faire un canevas en 5 points. Donc nous allons voir ensemble nos problèmes en 5 points. Nos problèmes en tant que peuple, nos problèmes en tant que État noir. Restez là, vous connaissez déjà la routine. Une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud. En tout cas, servez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Je vous veux conscient et éveillé ce matin, car nous allons parler des vraies affaires. Nos problèmes en un canevas de 5 points. Restez là. Nous sommes le dimanche 23 août, c'est une date importante, c'est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Au fait, c'est une date qui est choisie en lien avec le soulèvement général des esclaves à Saint-Domingue, qui allait redevenir Haïti, lorsque 7 jours après la cérémonie politico-spirituelle du Bois Caïman, comme on en a parlé la semaine dernière, eh bien les esclaves se sont soulevés pour ne plus jamais revenir sur les plantations. Ils ont mis le feu partout, dans les sucrières, dans les caféières. Ils se sont vengés, n'est-ce pas, de leurs malfaiteurs, de leurs kidnappeurs, n'est-ce pas, en leur rendant la monnaie de leurs pièces. Et c'est une date mémorable pour tous ceux qui chérissent la liberté. Donc c'est en lien au soulèvement général des esclaves dans le nord de Saint-Domingue, dans le nord d'Haïti, qu'on a justement retenu la date du 23 août pour se souvenir
de la traite négrière et de son abolition. Donc c'est un jour important pour nous, les afro-descendants. C'est un jour important pour tous les humains de bonne volonté, tous ceux qui croient en la fraternité, tous ceux qui croient en l'égalité des peuples et surtout ceux qui croient en l'autodétermination des peuples. C'est un grand jour, donc bonne journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Le 17 août dernier ramenait l'anniversaire de naissance de l'honorable Marcus Garvey, l'un des chantres, l'un des apôtres du panafricanisme. Donc nous saluons la mémoire de ce grand homme. Le 17 août dernier aussi ramenait l'anniversaire de l'indépendance du Gabon. Donc le 17 août 2020 nous ramène à la mémoire le 17 août 1960. Donc bon anniversaire d'indépendance ou d'accession à l'indépendance à nos amis du Gabon. Au début de l'émission, je vous ai lu cette fameuse lettre qui est au fait un discours qu'a prononcé un esclavagiste anglais du nom de Willie Lynch en 1712, qui a traversé, n'est-ce pas, l'Atlantique, qui est venu jusqu'en Amérique partager avec ses confrères esclavagistes ses secrets pour maintenir la domination des Blancs sur les peuples noirs pendant plusieurs siècles. Au fond, il avait même visé 300 ans. Et dans cette lettre exécrable, me direz-vous, vous aurez découvert que nos malfaiteurs ont une stratégie, ils ont un plan. Le kidnapping des Noirs, le dépouillement, n'est-ce pas, le vol des ressources, n'est-ce pas, du continent le plus riche, le continent africain, n'est pas le fruit du hasard. L'esclavage a été pensé, il a été conçu, il a été entretenu parce qu'il était rentable, n'est-ce pas, pour les peuples esclavagistes. Et l'esclavage, une fois disparu, ne commettons pas l'erreur de croire que les esclavagistes d'hier, les pays colonisateurs d'hier, n'est-ce pas, nous ont lâchés. Non, ils ne nous lâchent pas. Ils développent d'autres stratégies, mais l'objectif est le même. Contrôler nos esprits, contrôler nos ressources, afin que eux demeurent toujours plus avancés que nous, les afro-descendants. À force de réfléchir sur cette problématique, à force de lire là-dessus, j'en finis par camper un canevas en 5 points que j'aimerais partager avec vous sur la problématique des peuples noirs, la problématique des États ou des nations noires. Donc, en 5 points que je vais essayer de développer et vous allez vous retrouver là-dedans. Il sera facile pour vous, ou que vous viviez sur le continent africain, ou que vous viviez dans un pays d'afro-descendants, il sera donc facile pour vous de vous identifier à ce qu'on va dire, même si je vais essayer de tirer des exemples un peu partout, n'est-ce pas, dans nos pays et États. Bon. Évidemment, puisque nous parlons de canevas, nous allons camper de grands plans, nous allons tirer de grands points, et essayer de faire de grandes coupures, mais vous allez voir que nos problèmes en réalité vont se retrouver dans l'un ou l'autre de ces 5 points. Premier problème, et c'est Jean Price Mars qui en parle, n'est-ce pas, déjà en 1919 dans son excellent ouvrage, qui est au fait un ensemble de conférences sur les problèmes auxquels le peuple haïtien était confronté, imaginé déjà pendant l'occupation américaine 1915-1934, et ce livre-là apparu en 1919. Mais c'est un livre qui est d'une jeunesse extraordinaire, même si en réalité, n'est-ce pas, ce livre célèbre cette année, n'est-ce pas, son centenaire de parution. Donc déjà en 1919, Jean Price Mars, médecin, anthropologue, ethnologue, mais grand intellectuel haïtien, disait que le premier problème des pays noirs, c'est leur élite intellectuelle.
Le mot même le dit, hein. Peut-être que ça fait vantard, peut-être que ça fait un petit peu, on va dire, immodeste que de dire qu'on fait partie de l'élite, mais quand on fait partie d'une élite, il y a en vérité plus de responsabilités que de privilèges. Et Jean Price Mars en parle dans son livre « La vocation de l'élite ». Si vous ne l'avez encore fait, je vous invite vraiment à lire ce petit ouvrage. Il est extrêmement lumineux en ce qu'il nous sensibilise, n'est-ce pas, sur notre plus grande problématique, nos élites. Pour Jean Price Mars, les élites dans nos pays noirs, dans nos nations noires, dans nos pays afro-descendants ne remplissent pas leur rôle. Pensons-y bien. Une élite a pour responsabilité de tirer la masse vers le haut. Une élite, en réalité, c'est un ascenseur qui a pour responsabilité de tirer sa population vers le haut, de développer une vision pour le plus grand bien du plus grand nombre. Une élite n'a pas pour devoir de se donner un certain nombre de privilèges, de se constituer, comme on dit en anglais, une espèce d'élite cloche, de se constituer un cercle, n'est-ce pas, restreint, au sein duquel la masse n'a pas d'accès. Non, l'élite a pour responsabilité première d'identifier les problèmes, de développer une vision pour le plus grand bien et pour le plus grand nombre et de tirer la masse vers le haut par une véritable éducation, par une vie plus décente, par le patriotisme, par le sens du service et par un mieux-être de plus en plus développé. Regardez, dans tous les pays dits développés, tout part de ces élites-là. Au Québec où je vis, par exemple, où l'on parle depuis les années 60 de la révolution tranquille, même si pour moi ce n'est pas une véritable révolution, c'est plutôt une accélération des progrès socio-économiques, n'est-ce pas, dans la province du Québec, mais cette révolution tranquille a été possible parce qu'un beau jour, les élites intellectuelles, les élites politiques, les élites économiques, les élites, on va dire, financières, se sont réunies pour dire non, il n'est pas normal que notre population se retrouve au bas de l'échelle sociale au Canada. Il n'est pas normal que notre population soit considérée comme le nègre blanc d'Amérique. Il faut changer ça. Et c'est cette prise de conscience-là qui fait défaut dans nos pays. Les amis, c'est les élites qui tirent la masse vers le haut. N'allons pas reprocher à la masse de ne pas s'intéresser à son bien-être. N'allons pas reprocher à la masse de voter pour n'importe quel candidat. N'allons pas reprocher à la masse, n'est-ce pas, de s'embourber dans le discours religieux, dans la pollution religieuse, comme j'en ai parlé la semaine dernière. Non, ce n'est pas la masse qui est en faute. Ce n'est pas à elle qu'il faut imputer, n'est-ce pas, ce défaut-là. C'est aux élites intellectuelles, c'est aux élites politiques, c'est aux élites, n'est-ce pas, économiques de dire non, il n'est pas normal que dans nos pays, nos populations soient réduites à un niveau de vie infra-humain. Il faut changer ça. Et vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle le patriotisme. Pendant l'occupation américaine, et même après, et en particulier sous Bill Clinton, on a déjà dit de l'élite haïtienne qu'elle était the most repugnant elite. C'était l'élite la plus répugnante. Et vous savez, ils ont raison, les Américains. L'élite économique haïtienne n'est pas du tout perturbée par le fait de vivre dans un château, mais que une fois qu'on a traversé la porte du château, n'est-ce pas, il n'y ait pas de route, qu'il n'y ait pas d'hôpital, qu'il n'y ait pas de bonne école, et que la population patauge littéralement dans une mare de boue. Il est de ces images qui, quand on les voit, nous dérangent. Et on se dit, mais comment quelqu'un qui mène une vie de riche peut-il se permettre de ne pas être perturbé, lui, par cette misère infrahumaine, par cette pauvreté indécente? Vous savez pourquoi?
on n'est plus perturbé parce qu'on s'accoutume à un moment donné. Parce que il y a une habitude qui s'installe et on se dit, ben, ça ne dérange plus. Mais justement, ça devrait déranger. Voilà pourquoi, suivant justement l'exemple de Price Mars, lorsqu'on réfléchit sur nos problèmes dans nos pays noirs, il faut placer comme premier problème nos élites. Nos élites ne sont pas assez patriotes. Nos élites ne sont pas suffisamment conscientes qu'elles sont dans le même bateau, qu'elles sont dans le même avion que la population et qu'un beau jour, lorsqu'il y aura un soulèvement généralisé, eh bien, elles n'échapperont pas. Eh bien, imaginez seulement si les élites reconnaissaient leur rôle d'éclaireur. Imaginez seulement si nos élites reconnaissaient leur rôle d'ascenseur, si nos élites intellectuelles se disaient, mais il n'est pas normal, par exemple, que dans un pays comme Haïti, après plus de 200 ans d'indépendance, qu'on parle encore de plus de 65% d'analphabètes. Mais imaginons ce que ça fait. Est-ce qu'on peut envisager une seconde, n'est-ce pas, le développement? Est-ce qu'on peut envisager une seconde que nos populations mènent une vie décente quand 65% d'entre nos frères et sœurs sont maintenus dans l'analphabétisme? N'allons pas chercher midi à 14 heures. N'allons pas inventer, n'est-ce pas, des causes externes. Il y a véritablement un manque de patriotisme. Il y a un manque de fraternité chez nos élites. Et aussi longtemps que nos élites restent encrassées, restent engoncées dans leur égoïsme, dans leur égotisme, dans leur esprit clanique, nos pays n'iront nulle part. Et laissez-moi vous le dire là. C'est pas une faveur que les élites vont faire à la population que de commencer à développer une vision inclusive. Ce n'est pas une faveur que nos élites vont faire à nos populations que de dire, écoutez, il faut de bonnes écoles aux populations, il faut des hôpitaux aux populations, il faut des services de santé, il faut des infrastructures. Et vous allez voir, dans nos pays, s'il est un domaine dans lequel toutes les élites s'entendent, c'est pour maintenir la masse ou les masses dans un niveau de sous-humanité. Les élites politiques vont s'entendre avec les élites intellectuelles, puisque 9 fois sur 10, ce sont les élites intellectuelles qui nourrissent, si vous voulez, la vie politique, car souvent nos dirigeants sont issus de nos élites intellectuelles. Nos élites, n'est-ce pas, économiques vont continuer à corrompre, n'est-ce pas, nos dirigeants politiques pour que le gâteau reste entre elles, ces élites-là, et que la masse ou les masses n'en bénéficient jamais. Le problème numéro 1 de nos pays, le problème numéro 1 de nos États, ce sont nos élites. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Peut-être qu'en Haïti, peut-être qu'au Sénégal, peut-être qu'au Gabon, et mettez-en, oui, vous menez une vie de pacha, vous avez une grosse maison, vous avez, n'est-ce pas, de belles voitures, etc. Mais parce que vous ne vous souciez pas du bien-être aussi de la population, un beau jour, ces populations-là vont se soulever contre vous et vous allez y passer. Ce n'est pas un souhait, c'est une affirmation. Ça, c'est ce qui va arriver. Ce n'est même pas une question de est-ce que ça va arriver, c'est plutôt une question de quand est-ce que ça va arriver. Il n'est pas normal qu'à 2 pas de votre maison, il n'est pas normal qu'à un pâté de rue, il n'est pas normal qu'à 2 blocs de chez vous, des gens crèvent de faim, des gens n'arrivent pas, n'est-ce pas, à travailler, les gens n'ont pas accès à l'éducation, et puis vous êtes extrêmement riche, et vous vous dites, écoutez, c'est pas grave qu'il n'y ait pas d'hôpitaux parce que je prendrai un avion ambulance pour me rendre en Floride, je prendrai un avion ambulance pour me rendre à Paris. Non. Le problème numéro 1 de nos pays et de nos États, c'est le manque de patriotisme, c'est le manque de solidarité de nos élites. J'ai une responsabilité en tant qu'élite, en tant que membre de l'élite haïtienne. Je le dis pas par vantardise, qu'on le veuille ou non, à comparer au nombre de gens, n'est-ce pas, de mon pays qui sont éduqués, à comparer au nombre de gens de mon pays, n'est-ce pas, qui peuvent mener une vie décente, je fais partie de l'élite haïtienne.
Et je ne peux plus me contenter de dire, écoutez, nos problèmes ont des causes externes. Non, nos problèmes ont une cause interne. Et cette première cause, c'est le manque de responsabilité, c'est le manque de solidarité, c'est le manque de patriotisme de nos élites. Deuxième problème, l'éducation. Vous allez voir, dans nos États, dans nos pays d'afro-descendants, les masses aiment l'école. Moi, dans mon pays, par exemple, les paysans se saignent à blanc pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils sont prêts, ces enfants-là, à marcher des kilomètres pour se rendre à une école, n'est-ce pas, bancale, à une école artisanale. Mais quand on regarde le bilan de ces écoles-là, il faut se poser la question, mais quelle est la doctrine de cette école ? Quelle école en vue de former quel type de citoyen? Quelle école en vue de former quel type de pays? Quelle école en vue de former quel type d'avenir? Je parlais dernièrement à un ami sénégalais qui m'a dit ceci. Il dit, écoutez Jean, on n'a pas besoin pour détruire un pays de larguer des bombes sur la population. Il suffit d'abaisser la qualité de l'éducation et de permettre la tricherie dans les examens par les étudiants. Les patients vont mourir aux mains des médecins. Les bâtiments vont s'effondrer aux mains des ingénieurs. L'argent va être perdu aux mains des économistes et des comptables. L'humanité meurt aux mains de ces savants religieux. La justice est vendue aux mains des juges. L'effondrement de l'éducation conduit à l'effondrement de la nation. Moi, je suis témoin de cela en Haïti, par exemple. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu, lorsqu'on comprend, n'est-ce pas, la visée, l'objectif de l'éducation, on a plutôt eu de la scolarisation, on a plutôt eu du bourrage de crâne, on a plutôt eu, n'est-ce pas, de la mémorisation plutôt que de l'éducation. Mais même si on n'a pas eu une bonne éducation, j'ai assisté au fil des dernières années à la déchéance de notre système scolaire. Quand on ne se soucie pas d'éduquer son peuple, quand on ne se soucie pas d'éduquer sa population, quand on ne se soucie pas d'éduquer sa jeunesse, c'est normal que nos pays n'aillent pas de l'avant. Et plutôt que de nous plaindre, n'est-ce pas, de nos problèmes, nous devrions nous dire, mais qu'est-ce que nous allons faire pour changer le système scolaire dans nos pays? Car on nous a joué dans la tête en nous envoyant des missionnaires, des étrangers, des ennemis, quoi, pour faire notre éducation, qui nous ont donné, n'est-ce pas, n'ayons pas peur du mot, n'est-ce pas, de la maléducation plutôt que de l'éducation. Les pays qui se sont développés se sont donné une doctrine de l'éducation. Et vous notez que c'est l'État qui s'occupe de cela. L'État veut former des citoyens de demain. L'État veut prendre la jeunesse, n'est-ce pas, en charge pour avoir un pays beaucoup plus rayonnant, pour avoir un pays beaucoup plus dynamique plus tard. Et laissez-moi vous dire la bonne nouvelle. Il ne suffit que d'une génération de jeunes proprement éduqués. Il ne suffit que d'une génération de jeunes, n'est-ce pas, bien formés, formés selon une doctrine patriotique, formés selon une doctrine du service commun, formés selon une doctrine, n'est-ce pas, par laquelle on va mettre les intérêts communs au-delà de nos intérêts personnels. Il suffit, dis-je, d'une génération pour que les choses changent. Donc vous voyez que nos problèmes ne se trouvent pas dans notre sous-sol, le problème ne se trouve pas dans nos manques de ressources naturelles, le problème se trouve dans le manque de vision de nos élites d'une part, et de ce manque de vision, de ce manque de responsabilité, de ce manque de patriotisme, de ce manque de civisme de nos élites, découle le problème du manque d'éducation de nos masses, car ce sont aussi nos élites qui doivent mettre sur pied une école proprement nationale. En Haïti, on cherche encore l'école nationale, il n'y en a pas. J'imagine dans vos pays antillais, j'imagine dans vos pays africains, c'est la même problématique aussi. La jeunesse veut des modèles, la jeunesse ne demande pas mieux que d'être bien éduquée pour servir son pays. Deuxième problème donc dans ce canevas, c'est l'éducation. Oui, on est scolarisé, oui, on est diplômé,
Oui, on fait du bourrage de crâne. Oui, on fait de la mémorisation. Mais tout cela conduit à de la mal-éducation parce que on ne nous fournit pas des outils pour changer, pour améliorer notre milieu de vie. C'est à l'école qu'on apprend aux jeunes l'amour de la patrie. C'est à l'école qu'on apprend aux jeunes le sens du service. C'est à l'école qu'on apprend aux jeunes que voler son pays, c'est terriblement voler. C'est à l'école qu'on apprend que la corruption, c'est un crime. C'est à l'école aussi qu'on apprend à placer la communauté au-delà de ses intérêts personnels. Si l'école ne fait pas ce travail, le jeune ne va pas l'apprendre 20 ans ou 30 ou 40 ans plus tard, il sera trop tard. C'est dès les premières années à la maternelle, pendant justement les premières années de scolarisation qu'on doit inoculer, qu'on doit semer ces bonnes graines dans le cerveau, dans l'esprit de nos enfants. Et vous verrez qu'en une génération, nos pays changeront de visage. Quelqu'un a déjà dit, remettez-moi les cerveaux de vos jeunes et je transformerai le visage de vos pays. Vous entendez ça? Remettez-moi le cerveau de vos jeunes pour les éduquer et je transformerai le visage de vos pays. Nous, à notre sortie de l'esclavage, à notre sortie de la colonisation, nous avons commis l'erreur de confier le cerveau de nos jeunes à nos ennemis. Oui, je dis bien nos ennemis. Nos pays colonisateurs ne sont pas nos amis. Ils n'étaient pas nos amis lorsqu'ils nous colonisaient avant les années 60. La France n'était pas notre ami avant la proclamation de 1804. Mais ces pays-là ne sont toujours pas nos amis. N'oublions pas la phrase de De Gaulle. Charles de Gaulle, l'ancien homme d'État français. Il a dit que les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Eh bien, les intérêts des pays colonisateurs se trouvent justement dans la sous-éducation de nos peuples. Alors, si nous leur confions l'éducation de nos masses, eh bien, nous sommes encore foutus pour des siècles. Nous devons prendre en main l'éducation de nos populations. Nous devons créer de véritables écoles nationales. Sans éducation, nous n'irons nulle part. Troisième problème de nos États, de nos pays afro-descendants, ce sont les médias. Laissez-moi vous le dire. Vous savez que les médias dans tout pays ont un rôle crucial à jouer. Vous savez c'est quoi le rôle des médias? Le rôle des médias, c'est de former les opinions. Le rôle des médias, c'est d'influer sur les opinions. Le rôle des médias, c'est finalement de diriger nos opinions. C'est pas pour rien que quelqu'un qui est influent dans les médias, on l'appelle justement un directeur d'opinion. Au fait, la guerre ne part jamais avec les armes. La guerre commence toujours par la propagande. Et vous allez voir, les nations puissantes, les nations dites développées accordent une importance particulière, n'est-ce pas, aux opinions publiques. Ces nations-là vont chercher à influer sur l'opinion de la masse en se servant d'hommes et de femmes clés qui sont placés à dessein dans des médias comme Fox News ou dans des médias comme CNN, pour ne citer que ces exemples-là. Et je vais vous le dire, on peut mesurer la déchéance d'une nation à la qualité ou non de ses directeurs d'opinion. Je reprends ça. On peut mesurer la déchéance d'une nation à la qualité ou non de ses directeurs d'opinion. Et réfléchissez donc à l'histoire politique de votre pays. Tout comme je le fais pour Haïti, vous êtes témoin de la déchéance, n'est-ce pas, de vos pays, de votre nation. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de ces journalistes-là, parce qu'il n'y a plus de ces directeurs d'opinion-là qui sont prêts à mourir pour combattre une dictature, qui sont prêts à mourir pour combattre un pouvoir qui était anti-peuple. Cette semaine, justement, on a rendu hommage à un grand disparu, un journaliste, n'est-ce pas, de radio en Haïti, Compé Philo. On est unanime à dire de cet homme que
sa véritable épouse, c'était Haïti. Sa véritable cause, c'était le bien-être de son peuple. Sur son combat, c'était pour tirer son peuple vers le haut. Il ne cherchait pas à devenir populaire. Il ne cherchait pas à recevoir, n'est-ce pas, des tableaux, des honneurs de la part des ambassades étrangères. Sa passion, c'était de servir son peuple. Quand un pays dépérit, quand un pays périt justement, on peut mesurer sa perdition, on peut mesurer sa déchéance au sens du service, au sens du désintéressement de ses directeurs d'opinion. Vous savez, je suis toujours intrigué quand une ambassade étrangère offre une plaque à un journaliste national. Mais qu'est-ce qu'elle a à foutre, cette ambassade étrangère? Depuis quand une ambassade étrangère va honorer un journaliste qui lui-même prend position pour le peuple? Dès qu'une ambassade étrangère commence à honorer un journaliste, il faut commencer à se poser des questions. Mais quel est l'intérêt de cette ambassade dans le travail de ce journaliste? 9 fois sur 10, vous allez vous en rendre compte, c'est parce que cette ambassade cherche à corrompre ce journaliste. Je n'ai pas dit qu'il se laisse toujours corrompre, mais l'intention de cette ambassade, c'est de corrompre, n'est-ce pas, ce journaliste-là, par la flatterie, justement. Regardez dans vos pays, là, maintenant. Regardons dans nos pays. Les directeurs d'opinion les plus populaires, ce sont ceux qui disent des niaiseries. Ce sont ceux, n'est-ce pas, qui passent leur temps sur les médias sociaux, à la radio, à la télé, à faire du divertissement, à faire de la diversion, car il y a un bon divertissement. Me parler d'un bon match de football, ce n'est pas nécessairement mauvais. Me parler d'un bon spectacle, ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais quand quelqu'un passe, n'est-ce pas, tout son temps à la télé ou bien sur les médias sociaux, à parler des vêtements, à parler, n'est-ce pas, de sa richesse, à se blanchir, n'est-ce pas, la peau, à se javeliser la peau, quel exemple envoie-t-il à notre jeunesse? Et donc, on peut mesurer la déchéance de nos pays à la déchéance de nos masses médias. Dans tout pays sérieux, on va contrôler l'octroi des permis de fonctionnement des médias. Ce n'est pas normal que nos médias consacrent le clair de leur temps à divertir nos populations. Au fond, ce divertissement-là, c'est tout simplement de la zombification. Ce divertissement-là, cette diversion, c'est tout simplement de l'opium, c'est de la drogue pour nos populations. Imaginons seulement que nos médias consacraient une bonne partie de leur plage horaire à conscientiser la population, à dire à la masse, ce n'est pas normal que vous n'ayez pas droit, n'est-ce pas, à l'eau potable, ce n'est pas normal que vous n'ayez pas accès à l'éducation, ce n'est pas normal que vous n'ayez pas accès à l'électricité, ce n'est pas normal que vous n'ayez pas accès au travail. Si nos médias consacraient le clair de leur temps à faire ça, nos pays changeraient de visage. Mais nous aussi, en tant que consommateurs, nous avons une responsabilité. Nous likons des gens qui ne foutent rien. Nous likons des gens qui ne sont utiles à pas grand-chose. Nous likons des gens, n'est-ce pas, qui font des futilités dans nos médias et ils se sentent des rois, ils se sentent des reines parce qu'elles font des niaiseries, parce qu'elles font de la diversion. Mais ce faisant, nous contribuons, sans nous en rendre compte, à la zombification de nos peuples. Laissez-moi vous le dire. Je sais ce que c'est mon métier que d'être au micro. Le micro est un instrument potentiellement dangereux. Je reprends cela. Le micro est un instrument potentiellement dangereux. Par le micro, on peut élever la jeunesse. Par le micro, on peut anoblir la jeunesse. Par le micro, on peut partager une vision avec la jeunesse. Par le micro, on peut enseigner le patriotisme à la jeunesse. Mais par le micro aussi, on peut corrompre nos jeunes. Par le micro, on peut les tirer vers le bas. Par le micro, on peut leur donner l'impression que tout ce qui compte, n'est-ce pas, ce sont les beaux vêtements. Tout ce qui compte, n'est-ce pas, c'est le luxe. Et c'est le luxe à tout prix, y compris au prix de la prostitution. Faisons attention à ceux qui détiennent les micros dans nos pays, à ceux qui détiennent les micros dans nos États, car c'est souvent des instruments
que les pays ennemis placent, n'est-ce pas, parmi nous, pour nous zombifier, pour nous empêcher de ne prendre jamais conscience de notre état. Un pays s'élève lorsqu'il y a des directeurs d'opinion qui veulent conscientiser leur masse. Un pays s'élève lorsqu'il y a des directrices d'opinion qui disent, écoutez, c'est un privilège que d'être au micro et je ne vais pas gaspiller ce temps-là à faire de la diversion. Je ne vais pas gaspiller ce temps-là à parler des choses qui ne rapportent rien. Je vais utiliser ce micro pour conscientiser mon peuple, pour lui donner une conscience identitaire et pour l'élever vers le haut. Notre quatrième problème, c'est notre leadership politique, nos dirigeants. Ceux-là, ils sont soit incompétents, soit non patriotes. Et regardez bien, c'est pas plus compliqué que cela. Vous allez souvent avoir des dirigeants qui se retrouvent à la tête d'un pays et qui n'ont aucune compétence pour être là. Demandez-leur, mais qu'est-ce qui leur a pris pour arriver là? Pourquoi se retrouvent-ils à la tête de cette nation? Mais vous verrez souvent que c'était tout simplement une ambition personnelle. C'était pas un désir de servir. En tout cas, ils sont là. Et souvent, les pays tuteurs, les pays tutélaires vont faciliter justement leur élection précisément parce qu'ils sont incompétents. Ou d'autres fois, s'ils sont compétents, eh bien, ils n'ont pas de patriotisme, ils n'ont absolument aucun sens du service, ils ne sont pas là pour servir leur population, ils sont là, n'est-ce pas, pour faire avancer l'agenda des pays colonisateurs. Nous devons à un moment donné nous poser la question: pourquoi sommes-nous si mal dirigés? Pourquoi avons-nous tant de problèmes de corruption? Pourquoi avons-nous, n'est-ce pas, tant de problèmes de gouvernance? Eh bien, à cette question, il faudra dire ceci: on n'a pas suffisamment le sens du service commun. Ceux qui nous dirigent ne sont pas là pour servir, ils sont là pour se faire servir. Nos problèmes de gouvernance viennent du fait que ceux qui nous dirigent n'ont pas le sens d'intégrité et il n'y a pas non plus d'institutions fortes pour contrôler leur action, parce que même ceux qui se retrouvent dans des institutions dont la mission est justement de contrôler l'action gouvernementale se laissent corrompre parce qu'ils n'ont pas le sens de l'intégrité. Nos dirigeants, je l'ai dit, n'ont pas de vision. Ils n'ont pas le sens du patriotisme. Ou quand ils sont là pour servir, eh bien on réalise que ceux qu'ils servent en réalité, ce ne sont pas leur population, ce sont les ambassades étrangères devant lesquelles ils font de l'aplaventrisme tout simplement. Dernièrement, j'étais choqué. On en est en Haïti à parler d'élections-sélections. Bon, ce ne seront pas de véritables élections, on le sait déjà, mais le président se démène comme le diable dans le bénitier pour mettre sur pied un conseil électoral provisoire. Écoutez-moi bien, le conseil électoral a pour mission, n'est-ce pas, d'organiser des élections dans un pays souverain. On n'a même pas encore choisi les membres de ce CEP que l'ambassade américaine indique déjà qui elle voudrait avoir comme président du CEP. Et les gens ne sont même plus choqués. On prend pour normal que l'ambassadeur d'un pays étranger désigne le président d'un conseil électoral qui doit organiser des élections dans un pays souverain. Regardez dans vos pays respectifs, c'est la même chose. Les ambassades sont très actives, n'est-ce pas, dans l'organisation de vos élections. J'ai dit que souvent on se retrouve avec des dirigeants incompétents ou des dirigeants non patriotes. Quand ils sont patriotes, malheureusement, ils sont incompétents. Et quand ils sont compétents, ils manquent de patriotisme. Et souvent, nos dirigeants sont pris dans une souricière.
Le mot souricière ici n'est pas choisi par hasard car c'est le sigle du même mot en anglais. Vous savez, le mot mouse pour souris en anglais, eh bien au pluriel c'est mice. Eh bien avec le mot mice, on a monté un sigle qui réunit, si vous voulez, les problématiques auxquelles nos dirigeants sont confrontés, comment ils sont pris dans une souricière par les ambassades étrangères. Eh bien, dans MICE, on retrouve comme première lettre M. M comme dans money. Dès qu'un dirigeant dans nos pays est vraiment déterminé à servir sa population, dès qu'un dirigeant est vraiment déterminé, n'est-ce pas, à faire avancer un agenda véritablement populaire, les ambassades vont être actives pour le corrompre par l'argent. Au fait, malheureusement dans nos pays, c'est la voie la plus rapide pour devenir riche, entrer en politique. Regardez le niveau de vie de n'importe quel député en Haïti. Regardez le niveau de vie de n'importe quel politicien avant d'entrer en politique en Haïti. Il ne suffit que d'un mandat. Il ne suffit que, n'est-ce pas, d'une année pour que son niveau de vie change et désormais, ce monsieur ou cette femme devient comme par enchantement le propriétaire, n'est-ce pas, de complexes, le propriétaire de bâtiments en location, etc. parce qu'il ou elle fait de la politique. Nos dirigeants confondent souvent leur cassette personnelle, leur portefeuille personnel avec le portefeuille de la nation. Ils sont pris dans cette souricière. Quand ils refusent de se laisser corrompre par l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, les ambassades vont y aller d'une autre façon. Dans le mot mice, on retrouve aussi la lettre I comme dans ideology. Vous avez une bonne façon de neutraliser un politicien, c'est de l'embourber dans des questions idéologiques. On va dire, ah mais celui-là, il n'aime pas les Américains, celui-là, il n'aime pas les mulâtres, celui-là, il n'aime pas telle tribu, celui-là, il n'aime pas les chrétiens, celui-là, il n'aime pas les musulmans, celui-là, il n'aime pas les religieux, etc. Et pauvre politicien dont l'agenda était justement de faire avancer sa population, le voilà qui est embourbé, le voilà qui est engoncé dans un débat idéologique dans lequel il se retrouve malgré lui et il passe toute son énergie à se défendre de n'être pas de n'être pas homophobe, de n'être pas anti-mulâtre, de n'être pas anti-chrétien, de n'être pas anti-musulman, etc. Et un beau jour, il y a une guerre civile entre chrétiens et musulmans, il y a une guerre civile entre telle faction de la population et telle autre, et sa politique se trouve noyée. Eh bien, ça aussi fait partie de la souricière. Le I dans ideology, le I de l'idéologie. Dans le mot mice se trouve la lettre C comme dans compromise, la compromission. Vous savez, dans les relations internationales, il y a 5 pays qu'on appelle the Five Eyes. Les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et l'Australie. Eh bien, ces pays-là, pas seulement eux, mais tous les pays, mais en particulier eux, dès qu'ils sont présents sur un territoire, ils s'échangent entre eux des informations sur tous les politiciens, sur tous les influenceurs, sur tous ceux qui ont, si vous voulez, un impact quelconque sur leur population. Et vous savez, c'est quoi leur objectif? Leur objectif, c'est de compromettre tout dirigeant afin de neutraliser son action. On va dire, celui-là, il aime les femmes. Eh bien, on va lui en donner des femmes. Que de nos politiciens n'ont rien à voir dans le choix de leur épouse, n'ont rien à voir dans le choix, hélas, de leur maîtresse. Ce sont des maîtresses, des épouses qui leur sont imposées et une fois qu'ils ont dit oui à ces femmes-là, leur action politique s'en trouve neutralisée. On dit, ah mais celui-là, il a beau prétendre être musulman, mais il aime l'alcool. On va lui en glisser de l'alcool. On va lui en glisser, n'est-ce pas, du bon vin. On va lui en glisser, n'est-ce pas, du bon champagne, n'est-ce pas. Et là, on va s'arranger pour qu'il sache que c'est nous qui lui envoyons ça. Et désormais, il ne pourra plus faire avancer son agenda populiste ou son agenda populaire. Lui, il aime l'argent. On va lui en glisser de l'alcool. On va lui en glisser, n'est-ce pas, du bon vin. On va lui en glisser, n'est-ce pas, du bon champagne, n'est-ce pas. Et là, on va s'arranger pour qu'il sache que c'est nous qui lui envoyons ça. Et désormais, il ne pourra plus faire avancer son agenda populiste ou son agenda populaire.
On va l'impliquer dans des affaires douteuses. On va lui offrir, n'est-ce pas, des contrats desquels il pourra avoir une part. Et une fois qu'il y a touché, il ne pourra plus, n'est-ce pas, dénoncer nos actions. Il aura les mains et pieds liés par nous. D'autres fois, c'est des bourses d'études qu'on offre aux enfants. Vous êtes dirigeant politique, normalement. Vous devriez être en mesure de payer les études de vos enfants. Or, voilà que tel ambassadeur décide de vous offrir, par une générosité très peu qualifiable, une bourse pour vos enfants. Ah oui, le C, comme dans compromise. Mais il y a enfin le E dans mice, le E pour ego. Aïe, aïe, aïe. Lorsque je réfléchis en particulier sur l'histoire de la décolonisation dans nos pays africains, souvent, telle action politique, tel programme politique se trouve neutralisé. Vous savez par quoi? Par la guerre des égos. Tel politicien, n'est-ce pas, a une conscience tellement grande de ses compétences, il a une conscience tellement grande de sa supériorité, il a une conscience tellement grande, n'est-ce pas, de son intelligence, qu'il n'arrive plus à s'entendre avec l'autre, qu'il estime moins intelligent, qu'il estime moins compétent, qu'il estime moins qualifié. Et vous savez quoi? Les ambassades étrangères vont dresser tel politicien contre tel autre, eh bien elles vont dire à tel politicien, vous êtes notre choix, mais l'autre ne veut pas que nous vous acceptions parce qu'il prétend vous être supérieur. Et dès qu'il vous sème ça à l'esprit, l'ennemi n'est plus l'ambassadeur étranger, l'ennemi devient votre propre frère. Je suis généralement outré en période électorale par la manière dont les ambassades en Haïti fonctionnent. Les ambassades vont inviter tour à tour chaque candidat, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle, à une réception, pour que lui ou elle vienne présenter son programme à l'ambassade américaine. Ou alors, parfois même pour le flatter ou la flatter, on va même lui donner le billet d'avion pour qu'il aille rencontrer le secrétaire d'État ou la secrétaire d'État des États-Unis au département d'État. Mais pensez-y bien. Vous êtes une nation souveraine. Depuis quand une ambassade étrangère devait-elle vous inviter? Vous n'êtes rien encore, vous n'êtes pas élu, vous n'êtes pas encore président, vous n'êtes pas encore sénateur, vous n'êtes pas encore député, mais déjà on veut savoir quel est votre programme, on veut connaître vos convictions, et là on n'hésitera même pas à vous payer un billet d'avion, à vous recevoir dans un hôtel 5 étoiles, à vous offrir, n'est-ce pas, tout ce dont vous avez rêvé, seulement parce que vous êtes candidat. Le but, cela, c'est de gonfler votre ego. C'est de vous rendre tellement imbu de votre personne que finalement, vous ne pourrez plus vous entendre avec tel autre candidat qui souvent fait partie, n'est-ce pas, du même parti politique, qui souvent, n'est-ce pas, est animé d'un sentiment patriotique. On va nous dresser les uns contre les autres en jouant sur la guerre des égos. Qu'on utilise le M comme dans money, qu'on utilise le I comme dans des problèmes idéologiques, qu'on utilise le C comme pour nous compromettre, qu'on utilise le E pour nous dresser les uns contre les autres, l'objectif est le même. Neutraliser notre action, neutraliser notre patriotisme, neutraliser, n'est-ce pas, notre bonne foi pour que nos pays n'aillent pas de l'avant. Et ils vont le faire en 3 temps. Dans un premier temps, ils vont exciter la population contre nous. Parfois, il y a des manifestations. Vous demandez aux gens, mais pourquoi ils manifestent? Ils ne savent même pas. Au fond, il y a 5 ou 6 personnes qui animent cette manifestation et la grande foule sort. Et réclame la tête de tel président, réclame la tête de tel premier ministre, réclame la tête de tel préfet. Mais si vous demandez à chaque membre de cette manifestation, mais qu'est-ce que vous lui reprochez à ce premier ministre? Il ne sait pas. Souvent, il a été manipulé pour manifester. On appelle ça la phase de l'excitation d'une population. Et tout à coup, on la calme, cette population. Les gens étaient dans la rue pendant 3-4 jours pour réclamer le départ de tel chef d'État, pour réclamer le départ de tel politicien. Tout à coup, ces gens-là rentrent. Rien n'a changé, mais ils rentrent. Mais qui est-ce qui manipule ces manifestations-là? Qui est-ce qui décide qu'ils entrent ou qu'ils sortent?
En Haïti, on a remarqué quelque chose. À chaque fois qu'il fallait renouveler le mandat des forces onusiennes en Haïti, le taux de kidnapping augmentait. À chaque fois qu'on devait voter pour le maintien ou le retrait des forces onusiennes en Haïti, eh bien le kidnapping augmentait. On kidnappait les gens à tous les coins de rue à Port-au-Prince, donc les gens avaient peur et tout à coup on se dit mais non, si les forces onusiennes laissent le territoire haïtien, ça va être terrible, donc il faut les garder. Une fois qu'on a voté pour leur maintien, plus de kidnapping. Les kidnappeurs ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Les kidnappeurs ne logent pas toujours dans des quartiers populaires, eh bien ils sont manipulés par de plus grands kidnappeurs encore. Je réfère ici à une conversation qui s'est tenue entre un président français, Jacques Chirac pour ne pas le nommer, et la secrétaire d'État Condoleezza Rice. Ils étaient là en Afrique, en un congrès avec des dirigeants africains, et à un moment donné, ils se moquaient de ces Africains qui sont corrompus jusqu'alors. Ils se moquaient de ces Africains, n'est-ce pas, qui confondent leur portefeuille personnel avec les portefeuilles de la nation. Et à un moment donné, Condoleezza Rice de dire à Jacques Chirac, vous savez, si les corrompus sont ici en Afrique, les corrupteurs sont ailleurs. Et tout le monde sait que dans le jeu macabre de la corruption, le corrupteur a toujours la part du lion. Mais nous nous laissons prendre à ce jeu. Donc je disais que il nous manipule en 3 temps. Il nous excite. On ne sait même pas pourquoi on veut renverser tel président. On ne sait même pas pourquoi on veut renverser tel, je ne sais pas, tel politicien. Tout à coup, ils nous disent de rentrer chez nous. Et après, ils canalisent notre énergie vers celui que eux ont choisi. Excitation, calme et canalisation de l'énergie. Et enfin, 5e problème. Il nous manque cruellement une masse critique de gens éveillés et conscients de leurs problèmes. Vous savez, regardez nos populations. À force de vivre, n'est-ce pas, dans la misère, à force de vivre dans la pauvreté, à force de vivre dans la non-éducation, eh bien, nos populations finissent par accepter leur situation. Vous savez, pour créer une véritable révolution, pour créer un véritable changement, il faut une masse critique de gens éveillés, il faut une masse critique de gens conscients de leurs problèmes et qui vont justement se creuser les méninges pour trouver des solutions endogènes. Regardez nos peuples, regardez nos populations, regardez les masses desquelles nous sommes issus. Regardez nos compatriotes. Ils sont zombifiés par l'école quand ils y vont. Ils sont drogués par la religion. Ils attendent tout de Dieu, d'Allah, de Jéhovah, de Jésus. Ils sont étourdis par les médias qui les gavent de divertissement, de diversion. De sorte que du matin jusqu'au soir, c'est des choses futiles qu'on nous sert dans nos masses médias, dans nos médias sociaux, rien qui puisse nous sensibiliser sur nos problèmes. Si tous les problèmes sont de nature humaine, les solutions aussi sont de nature humaine. On peut repartir la machine, la reprendre là, justement, où nous avons échoué. Il suffit que nos élites se sentent co-responsables de la misère de nos masses et qu'elles se disent non. L'avenir de ce pays dépend de nous. Alors nous allons mettre la main à la pâte, nous allons mettre l'épaule à la roue pour tirer les masses vers le haut. Le visage de nos pays changera. Il suffit que nous ayons une autre doctrine dans nos systèmes éducatifs, que la doctrine de l'école soit justement désormais de former de véritables citoyens, des patriotes, des gens qui vont mettre l'intérêt commun au-delà des intérêts personnels. En une génération, la face de nos pays changera. Il suffit que
les médias réalisent le rôle crucial qu'ils détiennent dans la formation de l'opinion publique et que les directeurs de médias, donc les directeurs d'opinion, les journalistes, les influenceurs, comme on les appelle, consacrent le clair de leur temps à conscientiser leur masse sur les problèmes auxquels nos populations sont confrontées, nos nations changeront de visage. Il suffit que, étant mieux formés, désormais, nous votions pour des leaders qui sont véritablement compétents et patriotes, car il faut les deux. La compétence sans le patriotisme conduit au service des pays colonisateurs. Il faut les deux. Eh bien, une fois que nos populations auront été formées, elles vont voter pour des leaders qui sont à la fois compétents et patriotes. Des leaders qui ne se laisseront pas prendre dans la souricière du maïs, qui ne se laisseront pas neutraliser par les tentatives de corruption des pays colonisateurs. Enfin, il suffit que nous, vous et moi, vous qui sommes conscients de nos problèmes, nous nous mettions ensemble pour construire une masse critique de gens éveillés, de gens conscients de leurs problèmes, pour que le visage de nos pays change. Comme j'aime à le dire, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de bondieuserie. Ce ne sont pas les démons qui sont responsables, n'est-ce pas, de notre situation. Ce sont les hommes qui les ont créés, ces problèmes-là. Et c'est aux hommes de les résoudre. Je voudrais prendre un petit mot pour exprimer notre solidarité avec le peuple malien qui est dans les rues ces jours-ci, pour réclamer un mieux vivre, pour réclamer une vie plus décente, pour réclamer, n'est-ce pas, une vie plus acceptable. Eh bien, c'est aux Maliens de décider de leur avenir, mais peu importe ce que les Maliens auront choisi, si c'est vraiment eux qui choisissent, nous serons avec eux. Nous sommes ensemble. Bon courage à nos frères et sœurs du Mali. Ne partez pas encore, chers amis, restez là. Je vous remercie de votre fidélité et je reviens justement pour vous rappeler nos 3 mots d'ordre. Le premier, il faut liker. On a parlé de l'influence des médias. Eh bien, quand vous aimez quelque chose, quand vous trouvez que ce que nous faisons, n'est-ce pas, il est utile et qu'il contribue à conscientiser, il faut liker. Deuxième mot d'ordre, il faut partager. Et je me réjouis quand des gens nous écrivent pour nous dire, écoutez, vous savez quoi, nous créons des groupes sur les plateformes de médias sociaux dans lesquels nous partageons, n'est-ce pas, des extraits de cette émission et nous en discutons entre nous. Oui, il faut sharer, il faut partager. Et la troisième étape, le troisième mot d'ordre, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, tant mieux, et invitez d'autres personnes à s'abonner à cette page pour que cette masse critique soit de plus en plus grande et qu'ensemble, nous puissions changer la face de nos pays, de nos nations, pour le plus grand bien du plus grand nombre. Donc, on like, on share et on s'abonne. À la semaine prochaine. Bonne semaine.